Ça fait 1 an et demi que je cherche ce film, et après avoir bataillé et dépensé plusieurs milliers d'euros, j'ai enfin mis la main dessus. Désolé de péter l'ambiance après à peine 8 secondes de vidéo, mais Sony a récemment fait une annonce absolument désastreuse pour tous les joueurs de jeux vidéo. Il y a eu beaucoup de réactions très vives à ce sujet, mais j'ai l'impression que personne ne parle de l'impact absolument terrifiant que cette décision va avoir sur le cinéma en règle générale. À la base, c'était pas du tout prévu que je parle de ce sujet, mais visiblement Sony veut la mort de tout un pan de l'industrie culturelle et par la même occasion de mon business, donc je reviendrai plus en détail sur le sujet plus tard dans la vidéo. Il y a presque 2 ans maintenant, je vous racontais comment j'avais trimé pendant 4 ans pour retrouver l'un des films les plus bizarres de l'histoire du cinéma, un film où le Marquis de Sade est un chien qui parle à son sgeg qui est doué de conscience et de parole. Je suis prêt. On l'enfile. Chut. Aïe. Je vous expliquais dans cette grosse vidéo comment j'avais galéré à convaincre l'ayant droit, comment j'avais attendu que la Cinémathèque de Bruxelles scanne le négatif original enfoui dans leurs archives, le restore, comment j'avais failli me faire doubler par l'un des plus gros distributeurs du cinéma français, pour au final le proposer pour la toute première fois en exclusivité, en haute définition, dans une édition Blu-ray collector, que j'avais vraiment essayé de faire la plus belle possible, avec une nouvelle affiche dessinée pour l'occasion, plus de 3 heures de bonus exclusifs, un livret, etc. etc. Bon, cette quête personnelle de 4 ans, elle a fini par payer, parce que cette édition, elle était limitée à 1000 exemplaires, et vous avez écoulé tout le stock en 5 jours. C'est juste incroyable, je vous jure qu'à ce moment-là de ma vie, c'était tellement le bonheur et le soulagement. Après la rupture de stock, j'ai vu le Blu-ray se revendre pour des sommes délirantes sur internet, 100, 120, 150 balles, et le pire, c'est que même à ce prix-là, le Blu-ray se vendait. Vraiment, c'est complètement ouf. Du coup, vu qu'il y avait plus de stock, j'ai ressorti Marquis en édition simple. Pareil, vous avez été au rendez-vous. Aujourd'hui, on est à plus de 2000 exemplaires vendus. D'ailleurs, il y a quasiment plus de stock là, je crois qu'il m'en reste une 20-30, mais je viens de refaire une commande, donc pas de soucis, Marquis est toujours en stock. Et à l'heure où on vient d'apprendre que GTA 6 ne sortirait pas en édition physique et que Sony arrêtait de sortir ses jeux sur disque à partir de 2028, voilà, ça, on va revenir plus en détail dessus un peu plus tard. Et on se rend compte que c'est vraiment important de faire survivre le support physique. Donc merci infiniment, j'espère vraiment que les éditions vous plaisent. Surtout que pour revenir sur le support physique 3 secondes, on voit que de plus en plus de jeunes se tournent vers le Blu-ray, vers le Blu-ray 4K, que les gens en ont un peu marre des plateformes, qu'il y a vraiment un retour sur l'objet de collection, un retour au fait de vouloir posséder un film qu'on aime avec un packaging soigné, plein de bonus, un film qu'on pourra pas nous retirer parce qu'il a disparu du catalogue des plateformes du jour au lendemain. Enfin bref, je digresse. Il m'est arrivé plein d'histoires dingues avec ce Blu-ray, J'ai gagné un prix décerné par le syndicat de la critique, je me suis fait voler cette affiche par une boîte japonaise et je me suis rendu compte de ce vol grâce au compte Instagram de Hideo Kojima. J'ai raconté cette histoire dans un réel sur Insta. Si vous voulez un peu plus d'infos sur cette affaire, vous pouvez aller voir ça. Mais je voulais pas m'arrêter là. Après le succès de Marquis, pas tant le succès, mais juste le kiff de créer un bel objet, remettre la lumière sur un film, créer une nouvelle affiche, designer les menus, aller chercher des bonus à droite à gauche, tout ça. Vraiment, juste le kiff du processus de création. Même faire des envois de colis, ça m'a fait kiffer. Bref, j'ai adoré cette expérience et je mourrais d'envie de remettre le couvert. Et c'est là que les problèmes commencent. J'aurais plein d'histoires à vous raconter sur tous les films que j'ai essayé d'avoir. Les galères avec les ayants droit, les films qui me sont passés sous le nez. Vraiment, j'ai plein d'histoires qui partent dans tous les sens. Mais je vais plutôt me concentrer sur le film que j'ai réussi à obtenir et toute l'histoire derrière. Attendez, j'ai dit le film ? Pardon, je voulais dire les films. Parce que oui, je sors 2 nouveaux titres en Blu-ray. Enfin, il y a même 3 films en fait, si je veux être précis. Mais attendez, je vais tout vous expliquer. Après Marquis, il fallait trouver un autre film. Un film que j'aime déjà, mais aussi un titre fort pour marquer le coup. Il fallait pas que ce soit une sortie parmi tant d'autres. Il faut savoir que j'ai une liste longue comme le bras de films que je rêve d'éditer. Je pense d'ailleurs que tous les éditeurs ou toutes les personnes qui bossent dans ce milieu, ils ont cette petite liste de films qu'ils rêvent d'éditer. Pour l'instant, sur la mienne, il y a une 20aine de films, je pense. Que des pépites, que des films que je tuerais pour avoir. Et un jour, je reçois un mail d'une société qui me dit que, en gros, ils viennent de recevoir tout un nouveau catalogue de films et que voilà, ces films-là, ils sont dispo. Si je veux, je peux les acheter. Ça se présente sous la forme d'un gros tableur Excel un peu indigeste avec les centaines, parfois même les milliers de films du catalogue dans lequel tu dois parcourir un par un tous les films pour retrouver la perle rare, quoi. Et quand je reçois ce mail et que je commence à fouiller dans cette liste un peu indigeste, bingo, je tombe sur le film. L'un des films qui est dans ma fameuse liste de films que je rêve
rêve d'éditer. Ce film, il est jamais sorti en HD en France. Il est absolument introuvable. En fait, pour être précis, c'est un peu comme si le film n'était jamais sorti depuis l'époque de la VHS. Parce que ils l'ont sorti en DVD. Voilà, le DVD, je l'ai juste ici. J'ai galéré pour le trouver, donc je sais de quoi je parle. Et sur ce DVD, eh ben, ils ont réutilisé le master VHS. Donc, quand t'achetais ce truc, tu te retrouvais avec une image qui n'était pas en 1,85, en 16/9. L'image, elle est croppée sur les côtés, donc le film se retrouve en 4/3. En plus, il y a que la VF là-dessus, et il y a absolument aucun bonus. Bref, c'est un gros DVD de merde. En plus, la dernière fois que ce truc est sorti, c'était quoi? C'était en 2004, je crois. Enfin bref, ça, poubelle. T'as rien cassé là? Peut-être le DVD, peut-être le DVD. Le film en question, il a même jamais bénéficié d'une vraie sortie digne de ce nom chez nous. Et c'est pas un film oublié, inconnu au bataillon, c'est un film qui a des vraies grosses stars au casting et qui est même considéré comme un film culte. Ce film, c'est Heathers. You stupid fuck. You goddamn bitch. Le deuxième film, on va y revenir un peu plus tard. En 1988, Daniel Waters écrit son premier script. Le mec bosse dans un vidéoclub, il bouffe des films à longueur de journée, et il y a un genre qui commence à lui courir sérieusement sur le haricot, le genre du teen movie, la comédie pour ados. On est dans les années 80, le représentant ultime du genre du teen movie, c'est évidemment John Hughes, hein. Breakfast Club, Ferris Bueller, 16 bougies pour Sam, c'est des films qui ont marqué des générations de spectateurs, et moi y compris. Mais Daniel Waters, lui, eh ben, il est pas très fan de ce déluge de bons sentiments, de morale à deux balles et des happy endings. Pour lui, l'élément qui manque au teen movie de l'époque et qui est toujours un peu passé sous le tapis, c'est la cruauté des ados. Daniel, il va écrire son propre teen movie, un truc rempli d'humour noir avec des thématiques profondes et poussant tous les curseurs à l'extrême. Le pitch du film, c'est Véronica, une ado qui fait partie de la bande populaire des filles du lycée, les Heathers, parce qu'elles s'appellent toutes Heather, qui décide, avec son nouveau petit copain rebelle JD, de buter ses camarades de classe en faisant passer les meurtres pour des voilà, je vous ai dit, c'est un peu jusqu'au boutiste. Mais attendez, je vous ai pas raconté la meilleure partie. Daniel Waters, il veut pas juste faire un teen movie un peu original. Daniel, il veut que son film il soit réalisé par Stanley Kubrick. Voilà. Et en vrai, c'est pas si déconnant que ça comme idée. Kubrick, il a touché à tous les genres, hein, c'est-à-dire qu'il est allé faire son film de science-fiction, sa comédie, son film de guerre, enfin, ses films de guerre, son péplum, son film d'époque, son film d'horreur. La suite logique, c'est que Stanley Kubrick réalise son teen movie. Et ce teen movie, ce sera Heathers. Bon, en réalité, ça n'arrivera jamais. Kubrick ne va pas vraiment répondre à Daniel Waters, mais c'est Michael Lehmann qui va tomber amoureux du script, qui va décider de le réaliser. C'est Winona Ryder et Christian Slater qui seront castés dans les rôles principaux, et pour un premier film, que ce soit pour son scénariste ou pour son réalisateur, Heathers, c'est une réussite totale. Vraiment, j'adore Heathers. C'est drôle, c'est méga avant-gardiste sur le genre du teen movie. Pour vous donner une idée, c'est vraiment les prémices de Mean Girls, ou Lolita malgré moi en français, de The Craft, de Clueless, alors que c'est un film qui arrive à une époque où, comme je vous l'ai dit, le modèle à suivre, c'était les films de John Hughes. C'est des films que j'adore de tout mon cœur, et peut-être que vous aussi. Mais on va pas se le cacher, c'est des films qui sont très sages, qui sont très lisses, très propres sur eux. Heathers, c'est méchant, c'est complètement barré, et ses personnages sont beaucoup plus ambigus moralement. On parle quand même d'un couple d'ados qui se met à buter toutes les meufs les plus populaires du lycée en maquillant ça en suicide. Bref, Heathers, c'est de la bombe, littéralement. Et quand je le vois dans ce catalogue de films disponibles qu'on m'envoie par mail, je réfléchis pas une seconde. Je le veux, il est à moi. Donc, je fais une offre, c'est comme ça que ça marche, et là, j'attends impatiemment une réponse positive, de préférence. Et je finis par obtenir une réponse. Et la réponse, elle m'a cassé les couilles. Et avant de vous raconter toute cette galère, je tiens à vous présenter le partenaire qui soutient donc ce projet. Il participe à rendre cette aventure possible. C'est un partenaire qui pourrait nous être bien utile pour toutes ces histoires de contrats, de paperasse, d'entreprise et tout le bazar. Merci à Legal Place de rendre la vie plus facile aux personnes qui veulent créer leur société. Au lieu de passer des semaines sur toutes les démarches administratives bien reloues qui sont nécessaires quand on décide de se lancer, Legal Place propose de s'en charger à votre place. La création se fait en 3 étapes hyper simples sur leur site. Étape 1, vous répondez à un formulaire pour décrire l'activité et la forme de votre future entreprise. Étape 2, vous choisissez votre formule d'accompagnement, et c'est là que vous entrez mon code Nicolas Delage tout attaché qui vous offre 15% de réduction sur la création d'entreprise. Troisième étape, vous envoyez vos justificatifs et hop, ça y est, Legal Place se charge des démarches à votre place. Et c'est pas tout, parce qu'une fois votre société créée, il faut s'occuper de sa comptabilité, de sa facturation, de domicilier son entreprise. Encore tout un tas de choses plus ou moins galères, mais pareil, Legal Place propose de s'occuper de tout ça avec un comptable dédié, une adresse à Paris pour domicilier votre entreprise et trier votre courrier pour vous. Solution hyper pratique si vous n'avez pas de local professionnel. Et pour la facturation, à partir de septembre 2026, les factures éditées sur Canva, c'est terminé. Il faudra vous équiper d'un outil agréé par l'État, et ça tombe bien puisque Legal Place en propose un. Legal Place est un outil tout en un de la création à la gestion de votre société. Si ça vous
vous intéresse, le lien est dans la description. Je vous rappelle le code Nicolas Delage pour profiter de 15% de réduction. Merci à Legal Place de soutenir ce genre de projet un peu fou, parce que vous allez le voir, acheter les droits d'un film, le sortir, le revendre, c'est pas facile. Donc, je vous disais, je reçois un mail qui me fait pas hyper plaisir. Désolé Nicolas, mais ce ne sera finalement pas possible pour Heathers. Les ayants droit originaux ont fait faillite et c'est une nouvelle société américaine, une banque, qui a récupéré les droits sur le film et il demande un prix complètement en dehors de la réalité du marché. C'est très chiant là. Je fais donc le deuil de Heathers. C'était vraiment le film parfait à éditer juste après Marquis. C'est un film que j'adore, qui est noté presque 4 étoiles sur Letterboxd, qui n'a jamais bénéficié d'une sortie digne de ce nom en France, mais tant pis, y a pas le choix. Heathers, c'est mort et il faut l'accepter. Et pendant plusieurs mois, je pars à la recherche d'autres films. Ces recherches vont d'ailleurs porter leurs fruits, mais ça, on en reparle un peu plus tard. D'abord, il faut que je termine sur Heathers. J'ai donc fait mon deuil, hein. Heathers, c'est impossible. Jusqu'au jour où je contacte les fameux ayants droit américains, à cause de qui ce serait impossible d'acheter les droits du film. En fait, je fais ça comme ça, juste pour voir. J'envoie mon petit mail. Bonjour, je suis intéressé par Heathers. Est-ce que, à tout hasard, on pourrait discuter? Je reçois très rapidement une réponse. Oui, Heathers est bien dispo. On peut faire un deal. Allez, go, sors le chéquier, Nico, on te rédige le contrat. Bon, pour ce qui est du prix, disons que c'est pas donné non plus, hein, c'est un investissement quoi. Surtout pour une mini structure comme la mienne, mais je peux pas passer à côté de l'opportunité. En fait, je veux pas passer à côté de l'opportunité. J'ai juste trop envie de le faire moi ce film. En fait, c'était très bizarre parce que moi j'avais vraiment fait le deuil de Heathers, hein. Genre dans ma tête c'était mort de chez mort quoi. Tu sais quand t'as fait le deuil d'un truc et qu'on te dit non, que tu sais que c'est mort quoi, et qu'on te dit ah non en fait t'inquiète c'est bon, c'est possible, mais t'es trop heureux, c'est trop inattendu. Enfin vraiment quand j'ai eu ce retour des ayants droit de Heathers, c'était inespéré quoi. Enfin bref, ça m'a rendu très heureux. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que le film était dispo en 4K, avec un tout nouveau master magnifique et des couleurs qui subliment la direction artistique déjà somptueuse du film. Donc Heathers sort en Blu-ray plus Blu-ray 4K chez Caméflex. En plus, je vous passe les détails, mais je suis allé récupérer les bonus un peu partout, en Angleterre, chez des sociétés américaines, dans l'université de Californie aussi, pour avoir le premier court-métrage du réalisateur. D'ailleurs, on est la première édition au monde à avoir le court-métrage dans ce master là, hein, c'est un tout nouveau master magnifique. Tout ça, ça coûte d'ailleurs un peu beaucoup cher parce que à chaque fois les bonus faut les payer. Mais bon, franchement, j'étais obligé de mettre un billet et d'inclure tout ça pour vraiment faire l'édition définitive du film quoi. Pour vous dire à quel point j'ai voulu faire vraiment l'édition définitive de Heathers, je suis allé récupérer les droits de la comédie musicale de Broadway, Heathers the Musical, qui n'a jamais été diffusée ou n'est sortie en France. C'est 2h15 d'un show absolument incroyable, c'est fun, c'est drôle, ça chante, ça danse, c'est juste vraiment le bonheur. En plus, depuis ces 10 dernières années, la comédie musicale est vraiment devenue culte pour toute une génération. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait en réalité 3 films. Il y a Heathers, il y a Heathers the Musical qui est inclus dans l'édition, donc c'est un deuxième film dans cette édition. Et il y a aussi l'autre film qui sort en Blu-ray, mais j'y viens. Il y a aussi une interview de Marika Sabon et de Stéphane Moïsakis qui sont venus ici nous parler du film. Il y a le livret qu'on a réalisé nous-mêmes avec nos petites mains. Je vous dis nous parce que j'étais accompagné d'Oscar qui a bossé avec moi sur toute la partie graphique. On s'est vraiment buté sur le montage des bonus, des menus, des sous-titres. Je pourrais même pas vous expliquer la quantité de taf que ça représente. En plus, ce serait extrêmement chiant pour vous, hein. Ce serait pas particulièrement divertissant. Ce qui compte, c'est vraiment que vous kiffiez l'objet que vous pouvez recevoir entre vos mains, que vous kiffiez le film, c'est quand même important, que vous kiffiez la nouvelle affiche qui a été réalisée par Loïc Bian, qui avait déjà réalisé la nouvelle affiche de Marquis, celle qui s'est fait voler par les Japonais. Oui, je suis toujours bloqué sur cette histoire. Ce coffret sera vendu au prix de 37,50€ sur le site cameflex.fr, mais actuellement, le film est en précommande. Ce qui veut dire que je ne vous le propose pas à 37,50€, mais bien à 34€, tout pile, jusqu'à la fin de la période des précommandes. Le film sortira le 23 septembre, donc le 23 septembre, il sera plus dispo en préco, le film sera sorti, et vous pourrez l'acheter sur cameflex.fr et dans certaines boutiques, mais là, ça repassera au prix normal. Ah oui, l'édition collector est limitée à 2000 exemplaires, et il y a un nombre limité de précommandes. On rappelle que les 1000 exemplaires de Marquis sont partis en 5 jours. Alors, je sais pas si on va reproduire le succès de Marquis avec cette nouvelle édition, mais bon, je sais pas de quoi vous êtes capable après tout, hein. Et avant de vous parler de ce deuxième film mystère, je suis trop heureux de vous annoncer qu'on va faire une belle projection 4K au cinéma de Heathers. Je serai accompagné de Tom, mon co-animateur sur le podcast Caméflex, de Marika Sabon et de Stéphane Moïsakis qui ont participé donc au bonus de l'édition. On va faire des jeux, on va vous faire gagner des Blu-ray de Heathers, celui-là aussi, et peut-être un autre Blu-ray mystère. Je peux pas en dire plus pour le moment, mais il va falloir venir au cinéma pour découvrir ça. Et on va aussi enregistrer un épisode du podcast Caméflex en live sur scène, où on va parler de Heathers, on va faire participer le public, ça va être trop bien. Prenez vite votre place, le lien est aussi en description. Ce sera le 26 septembre au Club de l'Étoile à Paris. Oui, c'est à Paris, désolé pour le reste de la France.
globalement. Le film sort donc officiellement dans un mois. Ah, je suis très nul en maths, c'est grave. En plus, je sais pas exactement quand est-ce que sort cette vidéo. Bref, il sort dans un peu plus d'un mois. Mais il y a pas que Heathers qui sort en Blu-ray dans un très joli coffret collector. Non, moi j'ai envie qu'on commence avec une vraie société d'édition ici. Je veux pas qu'on fasse une sortie tous les 5 ans. Je veux vraiment qu'on vous propose du lourd en quantité. Donc, le deuxième film qu'on sort en Blu-ray, c'est... Non, attendez. Au lieu de vous révéler le titre du film, je vais plutôt d'abord vous parler de son réalisateur. Charlie Shackleton est connu pour deux choses. Son premier film, Beyond Clueless, un essai documentaire sur le genre des teen movies. Je vous jure, ça n'a rien à voir avec Heathers, mais aussi cette page Letterboxd, Paint Drying. L'un des films les plus longs du monde, voilà, tout simplement. En gros, pour la faire courte, Charlie était un peu révolté de devoir payer le British Film Board of Classification pour que ses films soient approuvés ou interdits au moins de 12, de 15 ans, voilà, bref. C'est la commission qui décide de la classification des films. Sauf que cette commission, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut les payer à la minute. The BBFC charges close to £1,000 to certify a 90-minute film. And for a lot of filmmakers, that makes putting on even a single screening impractical. Charlie a donc décidé de troller cette commission en créant une campagne de financement participatif. Voilà, je suis sur la page du Kickstarter là. Faire valider son film coûte déjà 101,50 livres de frais généraux, mais surtout 7,09 livres par minute. C'est vrai que c'est extrêmement cher. Donc le concept de cette campagne, c'est que à chaque fois que vous ajoutez de l'argent au crowdfunding, vous augmentez le temps du film. Vous rajoutez 1 minute au film. Et le concept du film, c'est quoi ? Eh ben, tout était dans le titre, hein, Paint Drying. C'est un film composé d'un seul et unique plan fixe, filmant de la peinture qui sèche sur un mur en gros plan. Voilà. Plus vous donnez, plus la commission de censure sera obligée de regarder de la peinture séchée pendant longtemps. Il a récolté exactement 5936 livres et le film dure très exactement 10 heures et 7 minutes. 10 heures et 7 minutes que les membres de la commission ont dû passer à regarder ce truc. Voilà. Et si vous voulez tout savoir, le film a finalement été classé tout public. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque la page Letterboxd de Paint Drying va devenir un vrai petit phénomène sur le site. Sur cette page, on retrouve des milliers de reviews de gens qui n'ont évidemment pas vu le film, enfin du moins pas en entier, mais qui commentent et qui racontent à peu près tout et rien. Certains parlent de leur chagrin d'amour, d'autres se livrent sur leurs problèmes du quotidien, sur leur joie, sur leur tristesse. C'est une page qui est devenue en quelque sorte un journal intime communautaire où tout le monde a décidé de se livrer et de raconter des choses intimes. Voilà, l'histoire se termine de manière absolument adorable. Mais au-delà de Paint Drying, Charlie c'est quand même un cinéaste qui fait des vrais films. Hein. Dans ses films, dans ses courts-métrages, on voit bien sa fascination pour l'analyse de l'image, sa fascination aussi pour la déconstruction des codes du genre du cinéma, pour l'impact émotionnel des images, et il utilise le cinéma, les genres et les films pour nous raconter quelque chose de toujours vraiment très personnel. Et quand j'ai appris le sujet de son nouveau film, j'ai tout de suite été très hypé. Zodiac Killer Project. It has that thing all good true crime stories have, where it feels like a puzzle right on the verge of being solved. So even after 50 years and God knows how many suspects, you're always just one breakthrough away from unmasking the Zodiac Killer. Quand le film est annoncé, le film se présente donc comme un documentaire qui va parler d'une manière ou d'une autre du tueur du Zodiac, mais il se vend aussi comme une déconstruction du genre du true crime. Vous savez, les docus type Netflix qui parlent de tueurs en série et qui sont devenus hyper codifiés avec le temps. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'en ai bouffé des dizaines et des dizaines sur Netflix et toutes les autres plateformes, et il y a de grandes chances pour que vous aussi. Donc ça, en règle générale, ce genre de promesse là, déconstruire le genre du true crime, moi qui suis passionné de documentaires, et qui ai vu un paquet de ces trucs, ça part direct dans ma watchlist quoi. Le premier film qui promet de déconstruire le genre du true crime, attends mais je suis obligé de voir ça quoi. En fait, pour vous en dire un peu plus, dans Zodiac Killer Project, Charlie Shackleton va nous raconter avec son ton bien à lui la manière dont il a échoué à réaliser un vrai docu true crime. Il était sur le point de signer les droits d'un bouquin d'enquête sur le Zodiac pour l'adapter au cinéma. Le projet est finalement tombé à l'eau et au lieu de passer à autre chose, Charlie va décider de faire un documentaire sur son documentaire avorté et au passage déconstruire tous les codes du genre. And pinned to the back of it is the famous police sketch of the Zodiac Killer. Fuck.
It would have been good. J'ai fini par découvrir le film et là, au bout de 15 minutes de visionnage, je me suis dit waouh, ça, il faut l'éditer, il faut acheter les droits, il faut le sortir, j'en ai aucun doute. En fait, le film me parle de fou malade. Déjà, il va faire référence à des trucs comme The Jinx, à Paradise Lost, à tous les documentaires Netflix sur les tueurs en série là. Je connais vraiment ces trucs par cœur. En plus, je trouve le film vraiment très très beau visuellement, c'est tourné en 16 mm et surtout c'est très drôle, c'est très très bien écrit. Enfin, même si le film est grandement improvisé, mais je vous laisserai découvrir ça. Et par-dessus tout, ça rentre à mon sens parfaitement dans la ligne éditoriale de Caméflex. En fait, la difficulté que j'ai à éditer des films, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est passé autant de temps entre la sortie de Marquis et la sortie de ces nouveaux films, c'est déjà de trouver des bons films intéressants qui sont pas sortis en Blu-ray en France. Donc déjà ça c'est un challenge, mais surtout que ces films ils rentrent dans la ligne édito Caméflex, ce qui rend les choses super compliquées. Un film Caméflex, ça doit être une curiosité, un truc un peu bizarre, un peu en dehors des conventions, à la croisée des genres et des codes, un film décalé. Ça doit aussi venir de tous les pays, hein. Je peux pas faire que des films français ou des films américains. Il faut aussi que ça ait le potentiel de plaire aux gens, hein, parce que évidemment il faut que ce soit à peu près rentable. Donc c'est vraiment très très chaud de trouver le bon film pour Caméflex. Mais quand j'ai vu Zodiac Killer Project, j'ai pas hésité une seconde, parce que le film est à la croisée des genres, parce que c'est vraiment intéressant, parce qu'il est pas sorti en France et parce que le film me parle. Par contre, il faut absolument pas se lancer dans le film en s'attendant à un docu true crime classique à la Netflix, hein. Sur Amazon US, le film s'est fait allumer par les reviews des utilisateurs parce que tu sens que les gens ils s'attendent à un bête docu sur le Zodiac quoi. Ils s'attendent pas à voir un mec parler de son documentaire avorté et à déconstruire tout un genre. Zodiac Killer Project, c'est un film un peu chelou dans lequel le réalisateur va nous raconter son film avorté. Et ça me fait beaucoup penser à Walk Hard dans un genre complètement différent, hein. Walk Hard c'était une parodie du genre du biopic musical, une parodie des films Ray et Walk the Line pour être plus précis. C'est un film qui a fait un bide à sa sortie et qui est pourtant absolument hilarant et surtout très très pertinent sur le genre qu'il parodie. Après avoir vu Walk Hard, je peux plus regarder sérieusement des films comme Bohemian Rhapsody, Marley, Michael, tout ça. En fait, le film se fout tellement ouvertement de la gueule des clichés et des poncifs de ce genre de film. Mr. Cox? You're gonna have to give him a moment, son. Dewey Cox needs to think about his entire life before he plays. Que tous ces éléments deviennent instantanément ridicules quand tu les vois dans des vrais films sérieux. Et je pense que Zodiac Killer Project fait la même chose avec le genre du true crime. Après avoir vu ce film, vous pourrez plus vraiment regarder le dernier docu Netflix sur Ted Bundy ou sur Jeffrey Dahmer. Sérieusement, vous verrez toutes les ficelles et tous les aspects un peu ridicules de certains de ces codes. Je vous encourage de tout cœur à découvrir Zodiac Killer Project, surtout si vous avez consommé un peu trop de true crime comme moi. Je sais que c'est un film plus niche, hein, qui va probablement intéresser un public un peu moins large, et c'est ok. Donc celui-ci est limité à seulement 1000 exemplaires, mais vraiment, si vous êtes un peu curieux, je vous jure, faites-moi confiance, vous serez pas déçus. Zodiac Killer Project sort dans un mediabook avec lui aussi pléthore de bonus. On a réussi à avoir des courts-métrages de Charlie Shackleton, il y a 2 interviews de Charlie qu'on a fait pour ce Blu-ray, il y a aussi le non-commentaire audio du réalisateur, hein, vu que quasiment tout le film est en voix off avec le réalisateur qui parle de son film, et notre commentaire audio, c'est l'absence de commentaire audio. On a aussi la journaliste Julie Le Baron qui est venue nous faire une petite analyse de la filmographie de Charlie. Bref, c'est très complet, c'est très cool. Le film est donc dispo dans un mediabook Blu-ray plus DVD au prix de 24,50 €, et pareil que pour Heathers, il est en promo à 21 € pendant toute la durée des précommandes jusqu'à sa sortie le 23 septembre. Bon, je vous l'ai dit, il faut qu'on parle de la décision de Sony d'arrêter le support physique à partir de 2028. Leur annonce est tombée il y a quelques semaines, évidemment ça a énormément réagi sur les réseaux sociaux. Globalement, tout le monde désapprouve cette décision, et là-dessus, j'ai vu beaucoup de gens s'indigner, notamment sur l'aspect collection, sur le fait par exemple qu'on va plus pouvoir collectionner nos jeux. Moi des fois j'adore, je télécharge des jeux aussi, mais pas ceux pour lesquels j'ai un attachement particulier. J'aime bien avoir l'objet physique. Et en soi je suis d'accord avec ça, je suis dans le même cas à vrai dire. Et je vais vous dire, pour moi c'est même pas ça le problème. La fin du support physique chez Sony, elle a un but très clair, c'est de ne plus partager le moindre profit sur toute la chaîne de distribution. Quand vous achetez un jeu chez Carrefour, chez Micromania ou sur Amazon, évidemment le diffuseur récupère une part conséquente de l'argent que vous avez dépensé. Quand tout sera centralisé par Sony sur le PlayStation Store, parce que oui, c'est le but, hein, à terme ça va finir comme ça, et quand Sony aura centralisé tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour les diffuseurs ? Ça veut dire moins de revenus. Alors, je comprends parfaitement que vous portiez pas ces entreprises dans votre cœur, mais moins de revenus, ça veut dire mettre des gens au chômage, à la Fnac, dans les Leclerc, dans les Cultura. Ça veut aussi dire qu'il y a des espaces culturels entiers qui vont disparaître des magasins. Évidemment, ça veut aussi dire la fin du marché de l'occasion, hein. Vous serez contraint d'acheter les jeux sur le PlayStation Store à un prix décidé par Sony.
Sony, et pour quiconque ayant acheté un jeu récemment sur le PlayStation Store, vous savez à quel point les prix sont abordables comparés à la concurrence. Je pense aussi que c'est une décision qui est très dangereuse pour Sony parce qu'en réalité les magasins participent aussi à faire de la publicité et à faire exister les jeux. Bref, je pense vraiment que c'est une très mauvaise décision même d'un point de vue business pour eux. Mais le problème pour moi et pour les cinéphiles, et c'est ce qui rend cette vidéo un peu triste d'ailleurs parce qu'à la base c'était censé être annoncer l'aboutissement d'un projet cool, tout ça, c'est que cette décision de Sony, pour le Blu-ray, c'est dramatique. Combien de personnes utilisent leur console de jeu, leur PlayStation par exemple, pour lire des Blu-ray ? Beaucoup. Si tu retires le lecteur Blu-ray de la future PS6, ce qui va visiblement être le cas, combien de personnes vont faire l'effort de racheter un nouveau lecteur Blu-ray ? Soyons honnêtes, pas beaucoup. C'est un marché qui est déjà hyper fragile. On voit que depuis très récemment, le marché est pas non plus en hausse, mais il arrête de se péter la gueule, ce qui est pas trop mal, mais si tu retires le parc de consoles disponibles, plus personne n'aura de quoi lire des Blu-ray, et donc plus personne achètera de Blu-ray. Et le risque, c'est pas seulement de voir disparaître les petites structures comme celles que j'essaye de construire, des sociétés qui se cassent le cul pour créer de beaux objets, remplis de bonus, de trucs inédits qui accompagnent ou qui aident à recontextualiser le film, bref, qui offrent une autre expérience que juste lancer un film sur Netflix. Non, c'est pas ça le risque. Le risque, c'est que si ces sociétés disparaissent, ou qu'elles génèrent beaucoup moins d'argent, il y aura moins de restauration de films, puisqu'il y aura plus de canal pour vendre ces films. À part les plus gros distributeurs dont les restaurations pourront encore bénéficier de sorties salles, même si beaucoup plus fragiles économiquement puisqu'elles n'auront pas le support physique pour se rentabiliser. Donc à part ça, tous les petits films, il y a un vrai risque pour qu'on ne les restaure plus. Heathers, là qu'on sort, il a été restauré par Arrow Video en Angleterre. C'est une société d'édition qui restaure aussi beaucoup de films. Une restauration, ça coûte hyper cher, ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Si à cause de l'arrêt du support physique par Sony, Arrow, ils se mettent à faire 2 fois moins de ventes, tout simplement, ils feront 2 fois moins de restauration, c'est logique. Et le public, il se retrouvera à avoir accès à 2 fois moins de films. Parce que Netflix, par exemple, c'est pas leur prio de restaurer des films. Sauf exception très précise. Et ils se cassent clairement pas le cul à aller récupérer des films oubliés ou méconnus. Et là, on pourrait me répondre, moi je m'en fous, je télécharge mes films sur internet, j'ai pas besoin de disques. Mais ils viennent d'où, les torrents et les fichiers illégaux qui se téléchargent sur internet? Vous avez jamais remarqué que dans le nom des torrents, il y a un point Blu-ray écrit dessus? Le téléchargement illégal, sans le marché du physique, il y en a beaucoup moins. J'ai même pas parlé des usines qui produisent les boîtiers ou qui pressent les disques. Si les éditeurs font moins de ventes et qu'ils leur passent moins de commandes, les prix ils vont augmenter et tous les éditeurs vont pas pouvoir suivre et le prix il va se répercuter de toute façon sur le consommateur. Déjà que c'est quand même onéreux d'acheter du Blu-ray aujourd'hui, vous avez vraiment envie de payer les films que vous aimez bien 50 ou 60 balles? Je pense pas. Donc au final, ça veut dire que c'est juste la mort de la préservation du patrimoine culturel. Sans en faire des caisses, je vous jure que la situation est vraiment extrêmement grave de mon point de vue et qu'il faut absolument que les pouvoirs publics s'emparent de cette problématique. Pour des raisons de monopole, pour un écosystème de production et de distribution sain, pour protéger les droits du consommateur et pour des questions de préservation du patrimoine culturel, il faut faire quelque chose. Il faut que l'Union européenne empêche Sony de vendre ses consoles sans lecteur ou un truc du genre, mais il faut une décision forte, immédiate et radicale. Et en tant que spectateur, il faut soutenir les distributeurs et les éditeurs qui se cassent la tête à restaurer, à ressortir des films restaurés en salle ou en Blu-ray. Sans eux, les films, on pourrait juste pas les voir, ni sur Netflix, ni en téléchargement illégal. Sauf si vous voulez acheter votre DVD de Heathers à 70 € avec le bon vieux Master VHS et qui contient que la VF, parce que oui, c'est ça l'alternative. Bon, je voulais pas non plus péter l'ambiance, je voulais juste alerter sur cette question-là parce que j'ai vu beaucoup de gens réagir à l'annonce de Sony, mais pas beaucoup parler du format physique et de l'impact que cette décision va avoir sur le monde du cinéma en général. Mais maintenant, je vous propose qu'on retourne simplement à la fin de notre vidéo. Bon, je vous ai parlé de tout ça avec beaucoup d'enthousiasme, parce que vraiment ça me fait trop kiffer. Rien que tourner cette vidéo, même ça me fait trop kiffer. Alors que pourtant on est sous grosse canicule là. Mais il faut bien admettre que tout ça c'est toujours un peu flippant. C'est un gros pari, c'est un très gros investissement d'argent, de temps, d'énergie. J'espère vraiment du fond du cœur que ça va vous faire kiffer, que vous allez découvrir ou redécouvrir ces films, enfin surtout Heathers parce que Zodiac en réalité il est pas encore sorti en France, c'est sa première sortie française. Donc découvrir ou redécouvrir ces films que personnellement j'aime du fond du cœur. J'espère que vous allez apprécier le travail qu'on a fourni sur ces éditions avec Oscar, qui bosse avec moi normalement au montage des vidéos et avec qui on s'est partagé toutes les tâches sur ces éditions. Les fichiers Photoshop et Premiere, on les a vus et revus et re-revus. Et surtout, un immense merci à toutes les personnes qui vont commander ces films. C'est vous qui faites vivre ce projet. Donc un merci ne suffit même pas pour vous prouver à quel point je vous suis reconnaissant. J'ai d'ailleurs rencontré plusieurs d'entre vous qui avaient commandé le Blu-ray de Marquis, et savoir que ce petit objet dans lequel j'ai vraiment mis toutes mes tripes est bien rangé dans votre bibliothèque ou sur une étagère,
En fait, c'est juste le plus beau cadeau du monde, quoi. Bon, j'espère que j'en fais pas des caisses non plus, mais je vous jure que c'est vraiment ce que je ressens. Et je vous l'annonce comme ça, juste avant la fin de la vidéo, pour les derniers vrais qui sont toujours là. Si ces deux titres-là marchent bien, il y a de nouvelles surprises qui devraient arriver chez Caméflex. C'est pas juste des paroles en l'air à la con, c'est du très concret et c'est du très très lourd. Mais bon, déjà, on se concentre sur ces deux-là, parce que si ces deux-là marchent pas, il y aura plus rien après, ça c'est clair et net. Merci encore à tous, merci à Legal Place de soutenir ce projet, leur lien est en description. On se retrouve très vite au Club de l'Étoile le 26 septembre pour l'événement spécial Heathers, ou dans une prochaine vidéo. Ciao.